tous! Merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Je n'ai pas le temps. Entre le travail, l'école, la vie familiale, les tâches ménagères et les activités des enfants, Comment gérer le quotidien et aller à l'essentiel? Recherchons ensemble des pistes pour se ressourcer malgré nos emplois du temps surchargés. Temps du quotidien. Les familles sont surchargées, elles manquent de temps. C'est difficile de trouver un équilibre entre le travail et la vie familiale. Il faut gérer les différents rythmes familiaux. Les parents doivent s'occuper des différentes tâches ménagères, la lessive, les repas, conduire les enfants à l'école. Les enfants ont beaucoup d'activités en dehors de l'école. Les familles se demandent comment gérer le quotidien et aller à l'essentiel. Elles se demandent quelles sont leurs priorités. Alors gérer son temps, ça signifie se poser une question. Quelle est ma priorité? Quelle est ma priorité personnelle? Quelle est la priorité de notre couple? Quelle est la priorité de notre famille? Il ne s'agit pas de dire les priorités, parce que le problème, c'est que lorsque nous disons les priorités, eh bien, nous allons nous fixer 4, 5, 6 objectifs, et ça, c'est ingérable. Donc, je pense que ce qui vaut vraiment la peine, c'est de nous demander, alors peut-être pour 3 mois, ou pour 6 mois, ou pour 1 an, quelle est la priorité personnelle, pour toi, pour moi, de couple, et pour notre famille. Et peut-être même aussi, ça va se différencier en fonction des enfants. Parce que si on a des enfants de 4 à 6 ans, ou on a des ados de 10-12 ans, ou on a des grands ados de 17 ans et plus, les priorités vont être différentes. La priorité va être différente. Mais prendre du temps pour discerner avec eux, comme parents, mais avec eux aussi, quelle est la priorité pour toi? Quelle est la priorité pour nous? Et je connais des familles où ils prennent du temps en famille pour se demander, qu'est-ce qu'on se choisit comme priorité? Je vous assure que cette question-là, elle va souder la famille. Les enfants, comme les parents, vont se rendre compte que la famille, c'est l'affaire de chacun. Et chaque enfant, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 20 ans, va se sentir partie prenante. Et il aura envie de revivre, de venir en famille, d'enrichir la famille, et non pas de s'en écarter perpétuellement. Alors, la priorité aussi au niveau personnel. Moi, je suis frappé de voir que le travail a envahi complètement l'espace social. L'espace de monsieur, l'espace de madame, l'espace même des enfants. Le travail a pris une place démesurée. Et là, je crois que ce n'est pas juste. Je crois qu'il nous faut vraiment nous redemander, est-ce que c'est vraiment important de travailler autant ? Il y a là la question du statut social, il y a là la question des revenus, il y a là la question aussi de savoir, est-ce qu'on ne peut pas vivre plus simplement? Le pape François en a beaucoup parlé, les sociologues en parlent beaucoup, les philosophes aussi. Comment est-ce que nous pouvons découvrir dans nos vies plus de simplicité? Parce que plus de simplicité, ça va nous libérer du temps, plus de simplicité va nous tourner vers l'être, vers la richesse humaine, spirituelle de chacun. Plus de simplicité va aussi faire en sorte que nous allons nous rendre compte que la course à la croissance, la course à la technologie, la course au travail, elle peut être remise à sa juste valeur. Est-ce que les choix que nous faisons au niveau de l'avoir ne sont pas souvent au détriment de l'être ? Et je crois que cette question-là, elle est essentielle. Et elle peut être un peu comme le fil rouge qui va nous guider dans le choix de notre priorité ou de nos priorités. Être ou avoir? Et dans quelle mesure? Le temps des enfants, des ados. Les enfants ont beaucoup d'activités extrascolaires.
Ce qui les freine de participer à l'Eucharistie? Beaucoup d'activités le week-end, se lever tôt. Ce qu'ils font le dimanche matin? Grasse matinée, sport, entraînement, sortie en famille, devoirs, mouvement de jeunesse ou toute autre chose. Un des grands défis, c'est que les enfants et les ados, en fait, ils ont une vie impossible. Et s'ils ont une vie impossible, c'est parce que les parents ont du mal à faire avec eux un choix. Ils ont du mal à faire un choix de qu'est-ce qui convient de choisir comme activité sportive, comme activité culturelle, comme engagement, dans des mouvements de jeunesse, dans des clubs, etc. Ils ont du mal à choisir. La deuxième chose aussi que je vois, c'est un grand défi, c'est de se dire comment on va gérer la relation aux écrans multiples, que ce soit le smartphone, que ce soit la tablette, que ce soit l'ordinateur. Je crois que là, il y a vraiment, comme adulte d'abord, un travail à faire sur soi-même, se dire mais quelle est ma relation au petit écran? Combien de temps est-ce que je consacre à ça? Dans quelles circonstances nous choisissons en famille de ne pas regarder son smartphone? Je suis étonné que de plus en plus de familles, quand on parle avec les parents, eh bien le smartphone est à côté, est sur la table, et sur un repas qui peut durer une demi-heure ou 35 minutes, les parents ont regardé au moins 2, 3 ou 4 fois leur smartphone. Donc ça veut dire en fait que l'univers qui les entoure est moins important que ce qui se passe sur le smartphone. J'ai parfois l'impression qu'en tant que parent, on court dans tous les sens. On aime bien faire découvrir des choses à nos enfants, on aime bien qu'ils participent à toutes sortes d'activités diverses et variées, mais si l'on n'y prend pas garde, on se laisse happer, dévorer par cette succession d'activités. Je repense aussi à des éléments que m'ont partagé certains parents qui me disaient « Oh, qu'est-ce que j'ai peur de voir arriver les vacances, que ce soit les vacances de Noël ou alors encore pire, les vacances d'été qui sont très longues. Je me demande si mon enfant ne va pas s'ennuyer pendant ces vacances. » Et pour certains parents, la tentation est grande de remplir, de bourrer les vacances de toutes sortes d'activités, certes plus intéressantes les unes que les autres, mais qui vont créer comme ça un effet de trop-plein pour les parents, mais aussi pour les enfants. Alors, il me semble aussi important, concernant donc les activités extrascolaires de nos enfants et de nos adolescents, de toujours s'interroger, tiens, ces activités qui nous prennent parfois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de conduite, d'attente à nous les parents, comment est-ce qu'on va pouvoir les faire vivre, les faire vibrer au cœur de notre quotidien de famille? Comment on peut par exemple soutenir que notre garçon ou notre fille qui va plusieurs fois par semaine à la musique, par exemple, comment on va pouvoir lui offrir le cadeau de jouer de son instrument à certains moments devant la famille ou même devant la famille élargie, comment on va le valoriser à ce niveau-là et comment on va lui permettre d'apporter aussi cette dimension enrichissante dans le fonctionnement familial. On a parfois trop tendance, en tant que parents, pris dans notre succession d'activités à faire et dans notre vie trépidante, à oublier de porter notre attention, de nous arrêter sur notre enfant qui pianote ou qui tente quelques notes au violon ou qui aimerait bien raconter de manière plus approfondie son dernier match de foot ou de volley. Donc je pense qu'il est très important, autant que possible, malgré notre grand désir de faire découvrir à nos enfants des styles d'activité très variés et malgré notre désir aussi de stimuler leurs différentes potentialités, il est toutefois très très important de les aider à avoir du temps libre, du temps de digestion entre les activités. Il n'y a plus le temps de l'ennui et c'est tellement important de s'ennuyer entre guillemets parce qu'au fond on invente, on crée quand on a des zones blanches, des zones claires. Et je crois que pour beaucoup d'enfants il n'y a plus cet espace de rêve. Le temps en famille. Importance de prendre du temps pour les relations familiales, lors d'un repas ou de balades. Passer du temps ensemble lors des repas ou lors des petits déjeuners du dimanche matin, c'est des moments sacrés. C'est des moments propices à exprimer la joie en famille. Le temps peut être aussi un obstacle, à cause du travail par exemple,
à l'unité, à la transmission ou à la communication interne à la famille. D'abord, le premier socle de la famille, c'est le couple. Si nous nous sommes aimés, si nous avons des enfants, c'est d'abord parce que nous nous aimons. Et donc, quel temps de qualité est-ce que nous prenons dans notre couple? Est-ce que nous avons une soirée de qualité par semaine ensemble? Ou même tous les 15 jours? Parfois même, il y a des familles qui me disent « on n'a même pas une soirée de qualité par mois, à nous deux, pour prendre le temps de nous écouter, pour le temps de la tendresse, pour le temps du silence, pour le temps où je vais faire plaisir à l'autre, où je vais le surprendre, pour le temps d'écouter ce que l'autre vit, pour le temps aussi où moi-même je peux dire à l'autre ce qui m'habite au fond de moi. » Pour construire une famille, il faut tout d'abord partager des temps ensemble. Alors ça paraît évident, des temps de repas, des temps de jeu, mais ça n'est plus toujours le cas dans toutes les familles. Le temps des repas a de plus en plus tendance, il y a une étude sociologique qui le montrait encore l'année passée, le temps des repas a de plus en plus tendance à fondre comme neige au soleil. Donc peut-être qu'il faut se dire en tant que parent que ce temps des repas est un temps sacré, un temps où on aura l'audace et le courage d'éteindre nos écrans pour prôner l'échange et le dialogue entre les petits et les grands. Comment, dans la famille, on peut trouver un moment de qualité par semaine, que ce soit en semaine ou que ce soit durant le week-end, un moment où toute la famille a le plaisir de se retrouver, que ce soit sur le temps du midi, que ce soit sur le temps du soir, que ce soit, je connais certaines familles, où on prend le temps d'avoir un petit déjeuner festif qui va durer, et où on va avoir la joie de se retrouver, on va avoir la joie de parler, d'échanger, on va avoir la joie de jouer, on va avoir la joie aussi de se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la semaine, dans le mois qui vient, dans les vacances, dans les congés. Et ce moment de temps de famille est vraiment un temps essentiel. Il y a évidemment d'autres temps qu'on peut choisir en famille. Le temps des jeux de société, mais pourquoi pas aussi des jeux d'écran. Il y a toute une série de jeux d'écran qui permettent qu'on y joue à plusieurs. Donc en soi, ça peut être aussi une piste intéressante. Alors toujours dans le monde des écrans, nos enfants, nos adolescents sont assez friands de films, de séries. Ce qui est important, c'est parfois de partager ensemble en famille le visionnage d'un film, d'une série, d'une émission, et puis de nouveau d'avoir l'audace et le courage de couper l'écran et de se parler. Alors à côté de ces temps partagés du quotidien, pour construire le collectif familial, il est important aussi d'essayer de mettre à moyen et à long terme ce que j'appellerais des projets extraordinaires. Ce sont des projets qui ne s'inscrivent pas dans l'immédiateté. Ce sont des projets qui demandent un certain processus, plusieurs étapes avant de pouvoir être réalisés. On pense par exemple à l'organisation de vacances. C'est tout à fait différent quand on organise ses vacances en tant que parent dans son coin derrière son écran d'ordinateur en quelques clics, ou quand on décide de mettre sur la table une série de propositions, d'en débattre en famille, d'écouter le commentaire des petits, des grands, de confier telle ou telle tâche dans la préparation des vacances à tel ou tel membre de notre famille. Ça peut être un projet collectif intéressant. Alors ce qui fait une famille, ce qui soude une famille aussi, c'est évidemment quand il y a régulièrement des temps de parole, des temps d'échange. Pourquoi pas au fond, de loin en loin, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine ou une fois par mois, avoir un petit temps où on s'assied autour de la table familiale, pas forcément pour y manger quelque chose, mais pour partager un petit thé et mettre à l'ordre du jour certains points de notre vie familiale qu'on a envie de débattre ensemble. Une sorte de conseil de famille. Les souvenirs familiaux sont quelque chose à partager et moi j'interroge souvent les familles et je suis frappé de voir les milliers de photos qui s'accumulent sur les disques durs et qui ne sont plus jamais consultées depuis l'ordinateur familial. Et c'est quelque chose malheureusement qui se perd dans beaucoup de familles, de faire le récit des histoires familiales, des anecdotes familiales. Comment faire revivre ces souvenirs ? Temps de l'Église.
Participer à l'Eucharistie n'est pas la priorité de toutes les familles. Le manque de temps et la surcharge de travail font qu'elles privilégient autre chose en famille. Par contre, pour certains, la messe est un moment de quiétude. Les ados seraient plus à l'aise dans leur paroisse si les messes étaient moins longues. Ce qui les freine, c'est l'horaire de la messe, la distance de l'église et leurs activités le week-end. Pour certaines familles, l'église semble en dehors du temps et déconnectée du monde. Parler à Dieu, écouter Dieu, lire la Bible, ça ne peut pas se faire. Aller à la messe, ça prend du temps. Prendre le temps de la transformation. La foi chrétienne, il me semble que c'est un long cheminement, on parle d'un pèlerinage sur la terre, un long cheminement de transformation de soi. Et ça prend du temps et il n'y a pas de raccourci dans un pèlerinage. Or, la prière, c'est un rythme lent. On ne peut pas prier vite. Je crois, enfin en tout cas, je pense pas qu'on puisse. Je pense pas que c'est beaucoup de sens d'accélérer la vitesse de récitation du Notre Père, au fond. On prie pas mieux pour ça. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus de dire à Dieu, écoute, parle-moi, mais je t'accorde 10 secondes, parce qu'après je vais aller vérifier mes mails. Bon, on peut peut-être le faire, et il est bon, donc il s'adapte sûrement, mais enfin, on sent bien que c'est pas ça. Dieu, au fond, la prière, disons, nous apprend peut-être à ralentir le rythme. Du coup, vous entendez aussi mon rythme, mon débit ralentit aussi. Et peut-être que comme contre-coup, ça nous permet de nous donner des temps de respiration dans le reste de notre vie aussi. À nouveau, s'adresser à Dieu de cette manière-là aussi nous structure ou nous restructure et nous solidifie, nous ressource. Souvent, nous perdons la richesse de ce qui peut se vivre déjà en famille. Combien de familles, la joie de prendre quelques minutes de raconter une histoire, la joie de dire une petite prière ensemble, la joie d'allumer une bougie, la joie de dire merci, la joie de confier ce qui va se vivre demain. Je crois qu'on peut vivre cela. Comment est-ce que nous sommes tournés vers les autres ? On veut une église où les familles soient accueillies, où les jeunes, les enfants soient accueillis, mais quel temps concrètement donnons-nous, par nos talents, pour que la communauté d'église qui est près de chez nous, ou qu'on a choisi, une communauté d'élection, ce soit notre affaire, on s'y investisse. Temps chronophage. Pour les familles, le temps dans lequel on vit est chronophage, il nous ronge. Les membres de la famille ont un rythme speed, ils sont essoufflés. Les familles ont un ressenti général de manque de temps. Pourtant, elles aimeraient passer du temps ensemble. Alors, que se passe-t-il ? C'est que d'une part, donc, il y a ce temps de crise qui peut-être remet en question notre modèle, le modèle sur lequel nous vivons, et il y a aussi un apport terrible de la technique, magistral et terrifiant à la fois, de la technique. Je pense aux médias, je pense évidemment à la télé, je pense bien entendu à Internet, aux smartphones, aux SMS, etc., etc. Bref, à toutes ces techniques qui nous mettent de plus en plus souvent en temps réel, en contact en temps réel. Alors, c'est jamais tout à fait du temps réel, mais c'est pensé comme ça. Pour vous donner un exemple très concret, j'espère que ça ne vous arrive pas à vous, mais j'ai une collègue qui se réveille la nuit pour vérifier si son employeur ou des étudiants, parce que c'est une prof, ne lui ont pas envoyé des SMS à propos d'un truc ou l'autre. Donc elle se réveille la nuit. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce besoin elle se sent investie de la mission de répondre dès qu'elle est interpellée. Eh bien ça, évidemment, techniquement, il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Il y a 50 ans, encore moins. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque une norme. Je connais un employeur qui disait ne pas répondre, quand on est un cadre d'une haute société dirigeante, un haut cadre d'une grosse société, ne pas répondre en dé en l'heure à un mail, c'est une faute grave. Ça nécessite donc un licenciement.
ça veut dire que, je ne sais pas si, enfin je crois que c'est absurde, mais quand bien même serait-ce vrai, ce que ça indique, c'est que notre temps s'est accéléré de ce point de vue-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une réelle accélération. Aujourd'hui, surtout dans le Hainaut, on circule beaucoup moins vite. Si on va aller de Tournai à Charleroi, mettons, on va beaucoup moins vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ah, parce qu'il y a plein de bouchons, parce qu'il y a plus de voitures, parce qu'il y a plein de travaux sur l'autoroute, ok. Mais le fait est qu'on va plus lentement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une accélération. Ce dont je suis par contre convaincu, c'est que notre perception du temps s'est accélérée. Tout se passe comme s'il fallait aller plus vite. Et ça, c'est un écueil, en tout cas ça, c'est, je crois, une difficulté par rapport au rythme d'une vie chrétienne. Un temps qui reconstruit. D'après ce qu'ont exprimé les familles, il existe un deuxième type de temps. Un temps d'un autre ordre, plus serein, de ressourcement. L'Église fait partie de ce temps. Certains ont dit que l'Église est en dehors du temps et du monde. Le dimanche matin est souvent le seul jour possible pour prendre du temps pour soi, pour se relâcher de la semaine, passer du bon temps en famille. Parmi toutes leurs activités, certaines personnes trouvent essentiel de pouvoir se libérer pour aller à la messe, car c'est un moment de quiétude où elles peuvent se poser. Quel est l'espace qu'il y a encore comme adulte ou comme enfant ou comme ado pour ne rien faire? Je crois que c'est ça le sens aussi du Shabbat, du sabbat. C'est quel est ce temps où il n'y a rien à faire et où on va inventer, seul ou à deux ou à trois, quelque chose à faire et à vivre. Parce que là, je crois que c'est là où le temps d'être est important. Quel temps d'être, quel temps de ressourcement seul et en famille nous prenons dans la semaine, dans le week-end, en soirée. Il y a vraiment aujourd'hui une difficulté particulière de pouvoir aménager le temps, l'apprivoiser, le rendre fécond et ne pas s'éparpiller, se disperser, se défaire au fond. C'est un gros travail, d'où l'intérêt à certains moments de prendre un écart. Je crois qu'il y a une saveur du temps apparemment inutile mais gratuit, fécond, partagé, habité par l'essentiel. Alors, ce que je constate dans ma pratique de pédopsychiatre, lorsque je discute avec des grands adolescents de 17, 18 ans ou de jeunes adultes que j'accompagne, c'est que de plus en plus émerge chez eux un désir d'absolu, un désir aussi de couper le bruit ambiant, la musique, les écrans, toutes ces stimulations qui pourtant les ont fascinés et les ont bercés parfois pendant des années, et de couper tout cela pour se retrouver face à eux-mêmes, face à des réflexions sur le sens de leur vie, face à des relations vraies, authentiques, des partages dans la joie. Et dans ce cadre-là, moi j'entends de plus en plus de grands adolescents qui sont intéressés par pas mal de choses qui sont organisées pour les jeunes et par les jeunes au sein de l'Église. Et donc je sens vraiment ce désir émerger, ce désir de réflexion aussi sur soi, de ressourcement, qui prend parfois d'autres visages que la foi chrétienne, qui prend parfois le visage de la méditation en pleine conscience, de l'intérêt pour certaines philosophies bouddhistes aussi. Et ça m'encourage plutôt de me dire que après avoir été parfois saturé et gavé de surstimulation au quotidien, il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille dans le cœur de ces jeunes et qui va les aider à mieux faire des choix de vie à un moment où ils ont vraiment besoin de faire des choix et à mieux être aux commandes finalement de leur propre vie. Je crois que se poser la question de la gestion du temps, ce qui est vraiment une question qui n'est pas simple du tout, eh bien requiert de notre part de prendre conscience que nous avons à trouver, à travers nos journées, à travers nos semaines, nos week-ends, un temps pour soi. Quel temps est-ce que j'ai pour moi-même? Je pense aux mères et aux pères de famille, quand on a regardé l'importance du travail, l'importance des multiples tâches à faire, très concrètes,
à faire pour les enfants, aussi à les véhiculer, eh bien, je me demande, moi, quel temps est-ce qu'il y a encore en minutes pour soi? Et comment est-ce que je peux consacrer un temps pour moi? Certains, ça va être le jardinage, d'autres, ça va être artistique, d'autres, ça va être simplement la lecture, d'autres, ça va être faire du sport, seul, mais un temps pour soi. Certains aussi, c'est le ressourcement. Hein. Comment est-ce que je peux consacrer un temps de qualité pour moi? Et la question qui se pose pour les adultes, ça se pose aussi pour les enfants. Prendre un temps pour soi. Apprendre à un enfant, dès qu'il est petit, à consacrer du temps pour lui. Qu'il puisse s'occuper par lui-même et qu'il ne doive pas être toujours en interactivité, toujours en mouvement, mais qu'il puisse vraiment consacrer du temps pour lui. Un second temps, c'est un temps pour Dieu, c'est un temps de ressourcement. Et je crois que notre société nord-occidentale a vraiment besoin de trouver des pistes, de se demander, mais comment est-ce que je me ressource? Comment est-ce que je me ressource? Et il y a bien des manières de se ressourcer. Comment est-ce que je suis en relation avec Dieu, avec celui qui me dépasse, on l'appellera le très haut, le très bas, ou plus fondamentalement encore, comment est-ce que je peux prendre du temps pour me connecter à l'essentiel de ce que je suis, à l'essentiel de ma vie, à ce qui m'habite au fond de moi. Quel est ce jardin intérieur? Quelle est cette source qui me ressource? Et je crois que si on ne se pose pas cette question-là, eh ben c'est difficile d'aller à l'essentiel de nos vies, aller à l'essentiel de notre vie de couple, de notre vie de famille.